Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder quelques règles à respecter quand on commence à aborder les mécanismes réactionnels pour éviter de tomber dans des pièges ou de faire des erreurs inutiles. Alors, on a déjà vu ensemble dans une vidéo précédente, on avait identifié les acteurs de la réaction, on avait identifié des riches, on avait identifié des pauvres qui correspondaient à des nucléophiles et des électrophiles ou bien aux bases et aux acides. Alors, une des premières règles à respecter, c'est le fait que des éléments riches en électrons vont aller former des liaisons avec des pauvres en électrons. Et ce qui est important là-dedans, c'est le déplacement d'électrons. On retient les choses qu'on a déjà vues, importantes. C'est que le déplacement des électrons se fait toujours, bien entendu, du riche vers le pauvre et jamais l'inverse. Donc ça, c'est le sens de la flèche qu'on a déjà vu ensemble qu'il faut absolument respecter. Et d'une manière générale, on va dire qu'on va prendre aux riches pour donner aux pauvres et faire une liaison. Donc je te donne un petit exemple. Ici, je prends ce composé avec une amine, ici une amine primaire. Le seul élément réactif sur ce composé-là, c'est l'azote. Pourquoi? Parce qu'il a un doublet non liant, c'est-à-dire 2 électrons disponibles pour aller réagir à l'extérieur. C'est donc un composé nucléophile. L'azote est l'atome nucléophile là-dedans. Et en face, j'introduis ce réactif-là. Ici, pareil, le seul élément réactif là-dedans, c'est le brome. Pourquoi? Parce qu'il est très électroattracteur, très électronégatif, donc il tire les électrons de la liaison CBr, ce qui fait que ce carbone devient pauvre en électrons. Donc on lui place une charge delta+, charge partielle parce que la liaison existe encore entre les deux, et le brome évidemment devient chargé partiellement delta-. Donc j'ai identifié un riche, j'ai identifié un pauvre, c'est le carbone, donc je fais le lien entre les deux. Et là où il faut éviter de faire l'erreur, c'est le sens de la flèche, qui va toujours être du riche vers le pauvre et non pas l'inverse comme on peut retrouver très très souvent. Et en même temps que je crée cette liaison carbone-carbone, enfin azote-carbone, pardon, évidemment ce carbone-là ne pouvant pas se retrouver avec 5 liaisons, il va être obligé d'en libérer une. S'il ne peut pas libérer de liaison, alors il n'y a pas de réaction possible. Là ça tombe bien, j'ai une liaison polarisée, j'ai une liaison fragile, et le brome il attend qu'une chose, c'est de partir avec ces 2 électrons. Donc en même temps que tu dessines cette flèche-là, tu es obligé de dessiner celle-ci qui correspond à la rupture de liaison carbone-brome en faveur du brome. Et le résultat de cette réaction, c'est le suivant. L'azote, il a mis en commun son doublet d'électrons avec le carbone pour créer cette liaison covalente azote-carbone. Et on a libéré de l'autre côté le brome. Donc le brome, il est devenu chargé négativement. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré un électron supplémentaire, celui qu'il a volé au carbone. Et en parallèle, l'azote, il a utilisé son doublet non liant pour faire une liaison avec le carbone. Il a donc perdu des électrons en partageant. Et en général, celui qui partage, il devient chargé positivement. D'accord? Il a perdu des électrons. Et on a créé cette liaison covalente carbone-azote. Donc toujours le sens de la flèche et faire attention à ce que le carbone ne se retrouve pas avec 5 liaisons. Donc retenir que c'est toujours un riche qui réagit avec un pauvre, avec déplacement d'électrons du riche vers le pauvre. Alors, une seconde règle à laquelle je te propose de faire attention, donc elle revient un peu à ce qu'on a vu juste précédemment, c'est que dans la majorité des cas, les atomes ils vont essayer de respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet, c'est-à-dire être entouré de 8 électrons pour les éléments de la deuxième ligne de la classification en tout cas. On va prendre les éléments qui nous intéressent sur cette deuxième ligne. Le carbone, donc avec sa structure électronique présentée ici, et ce qui nous intéresse, c'est la couche extérieure, là, avec les électrons que j'ai dessinés en rouge, donc il en possède 4 le carbone sur sa couche extérieure. Je me déplace d'un cran donc sur l'azote, l'atome voisin, lui il a un électron supplémentaire, donc il a 5 électrons sur sa couche extérieure. Je me déplace encore d'un cran vers l'oxygène qui lui est un peu plus riche, il possède 6 électrons sur sa couche extérieure. Et le fluor, lui, il en possède 7. D'accord? Donc là, on a fait dans la ligne. Et leur objectif à tous ces atomes, ici en tout cas à ceux qui nous intéressent plus particulièrement ici, ça va être de ressembler au néon, c'est-à-dire l'atome qui est tout au bout de la ligne, qui fait partie des éléments des gaz rares, qui sont des éléments extrêmement stables. Et pourquoi ils sont stables? Parce qu'ils sont entourés de 8 électrons
sur la couche extérieure, ce qui fait qu'ils n'ont plus du tout envie de réagir avec personne, c'est pour ça qu'ils sont stables. Donc l'objectif de nos atomes, ça va être de ressembler à celui-ci, c'est-à-dire d'acquérir une structure électronique qui possède 8 électrons en périphérie. Donc comment ils vont faire ça? De manière très simple, on l'a vu, le carbone c'est un élément qu'on appelle tétravalent, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire 4 liaisons avec des voisins. Pourquoi il va faire 4 liaisons avec des voisins? De manière à récupérer 4 électrons supplémentaires qui vont faire qu'il sera entouré de 8 électrons à la manière du néon. Et si tu as compris celui-là, tu as compris les autres. L'azote, il a un électron supplémentaire, il lui en manque plus que 3 pour arriver à 8 sur sa couche extérieure. Donc l'azote est un élément trivalent, il va pouvoir faire 3 liaisons avec les voisins, de manière à récupérer 3 électrons supplémentaires sur sa couche extérieure. L'oxygène est un élément divalent, il lui manque uniquement 2 électrons pour aller jusqu'à 8, donc il va pouvoir faire 2 liaisons avec les voisins. Et le fluor, comme tous les halogènes, est un élément monovalent, il va faire une liaison avec un autre atome, de manière à être entouré sur sa couche extérieure de 8 électrons. Donc c'est l'objectif de ces atomes-là, ça va être d'être entouré de 8 électrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Tous ces atomes-là cherchent à être entourés de 8 électrons. Ils ne pourront pas en posséder plus que 8. C'est ça qui est important à retenir. Ils pourront en avoir moins, on le verra dans un certain nombre d'exemples, mais jamais plus que 8 électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un mécanisme, comme on l'a vu précédemment, où j'ai l'amine ici nucléophile qui attaque ce carbone-là, tu n'as pas le droit d'écrire uniquement ce déplacement d'électrons pour dire je crée la liaison entre l'azote et le carbone, de manière à obtenir ce composé-là. Pourquoi? Parce que dans ce composé-là, tu vois que le carbone ici possède 5 liaisons, ça veut dire qu'au total, il est entouré de 10 électrons, et ça, c'est absolument impossible, il ne peut pas aller au-delà de 8 électrons. Donc ça, c'est quelque chose de pas possible, le carbone ne peut pas accepter autant d'électrons. Donc là, je ne respecte pas la règle de l'octet, donc c'est faux. Okay, ce mouvement d'électrons-là est juste, mais il faut absolument, en même temps, briser la liaison carbone-brome de manière à libérer des électrons pour que le carbone puisse en recevoir de l'autre côté. La troisième règle que je te propose, c'est celle-ci, donc parce que c'est pas un piège, mais souvent vous tombez dedans par rapport au mécanisme réactionnel. C'est-à-dire, on va regarder, c'est le fait que les charges partielles qu'on va retrouver au sein des liaisons entre deux atomes ne sont pas nécessairement le reflet des charges portées par les atomes, à savoir les charges formelles. Donc je te montre un exemple pour être plus clair. L'exemple qu'on a fait précédemment justement. On a identifié, quand on a fait la réaction entre l'amine et le dérivé halogéné, on a formé cette molécule ici. Et on a vu que l'azote était chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le doublet non liant pour le mettre en commun avec le carbone sur cette liaison simple ici, azote-carbone. Donc ça, c'est une charge formelle. Maintenant, si on regarde les charges partielles sont associées à la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Donc sur ces atomes-là, on le sait, l'azote il est à droite par rapport au carbone dans la classification, il est de toute façon plus électroattracteur que le carbone. Donc si je marque des charges partielles, j'aurai un carbone delta plus et j'aurai un azote delta moins. Donc tu vois bien que malgré la charge positive formelle, j'ai une charge partielle négative. Donc le plus ne va pas forcément avec un plus et inversement. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Et ça veut dire quoi? Au sein de cette molécule ici, l'atome le plus pauvre, ça n'est absolument pas l'azote chargé positivement, mais c'est bien le carbone. Pourquoi? Parce que l'azote attire tous les électrons à lui. Malgré le fait qu'il soit chargé positivement, il est quand même beaucoup plus électroattracteur qu'un carbone. Donc en présence d'un riche, eh bien, un nucléophile viendra attaquer sur le carbone et il ne viendra pas attaquer sur l'azote. Je te présente deux autres exemples qui sont très courants et qui peuvent poser problème. Un carbonyle qu'on a protoné au niveau de l'oxygène ici, et puis une imine qu'on a protonée au niveau de l'azote, donc l'iminium, sont deux molécules quasiment identiques, on change juste l'oxygène par l'azote, mais le raisonnement est exactement le même, et c'est source de problèmes bien souvent. Donc là, c'est le même cas. Oxygène et azote sont chargés positivement parce qu'ils ont tous les deux perdu un doublet non liant pour faire une liaison avec l'hydrogène. Mais si on regarde les charges partielles associées à la différence d'électronégativité, on a également l'oxygène et l'azote qui sont chargés delta-, c'est-à-dire qui tirent tous les électrons à eux, et le carbone se retrouve chargé delta+. Donc les centres pauvres en électrons dans ces deux molécules, ce sont bien les carbones à chaque fois.
Et on le voit plus facilement sur ces structures-là dans lesquelles on va pouvoir faire de la mésomérie. Pourquoi? Parce que azote et oxygène très électroattracteurs vont tirer les deux électrons des liaisons doubles pi pour faire les formes mésomères qu'on a déjà vues ensemble. Donc les deux électrons de la liaison double montent sur l'azote pour compenser son défaut, il récupère son doublet non liant. Idem pour l'oxygène qui récupère son doublet non liant, et on voit bien que le carbone dans ce cas-là devient chargé positivement. Et là, la structure électronique la plus favorable sera celle-ci. Les électrons naturellement vont monter sur l'azote, et on voit bien que cette fois-ci, l'atome le plus pauvre dans la molécule, c'est bien le carbone. Donc ces molécules ici sont équivalentes, et ces deux-là sont équivalentes. C'est une forme mésomère unique. Ça veut dire quoi? Si je mets un nucléophile riche dans le milieu, eh bien, ce n'est absolument pas sur l'oxygène ou sur l'azote qui va aller attaquer, mais bien sur les atomes de carbone, qui sont les atomes les plus pauvres de la molécule. Et on le voit très bien sur la forme mésomère du bas. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'oxygène ou l'azote, il reste toujours plus électronégatif que le carbone, qu'il soit chargé positivement ou non. D'accord? L'oxygène, si il est très électroattracteur, il adore les électrons, donc si on lui met une charge plus, ça veut dire qu'il en a perdu des électrons, et qu'est-ce qu'il va faire pour compenser ce défaut-là? Il va tirer encore plus fortement sur le voisin, c'est-à-dire le carbone auquel il est lié. Donc c'est bien le carbone qui devient très pauvre, et c'est lui qui a besoin d'aide, qui va être attaqué par un nucléophile, c'est ça qu'il faut retenir. Et enfin, la dernière règle que je te propose de regarder, c'est le fait qu'on peut procéder par analogie au niveau de certaines fonctions particulières. Je vais prendre l'exemple de la comparaison entre un alcool et une amine. Admettons, on mélange un carbonyle ici avec une amine, et ça c'est quelque chose que tu sais très bien faire, on va dire tu l'as appris et tu as reconnu comment il fallait faire. On cherche un riche, on cherche un pauvre. Dans le carbonyle, je sais que l'oxygène il tire tous les électrons à lui, donc le carbone devient un élément très pauvre en électrons. Et en face, je mets une amine nucléophile avec un doublet non liant riche. Donc je sais que je fais le lien entre les deux. J'ai le nucléophile, j'ai l'électrophile. Je vais partager mes électrons avec le carbone. Et le carbone, de manière à ne pas se retrouver avec 5 liaisons, eh bien, il libère les deux électrons de la liaison double au profit de l'oxygène pour former cette structure particulière. L'oxygène devient chargé moins, il a récupéré un électron, et l'azote, on l'a vu tout à l'heure, il a perdu son doublet non liant, il devient chargé plus. Admettons, ce mécanisme-là, tu le connais très bien, tu n'as aucun problème pour le retrouver. Et maintenant, le prof, il te donne cette fois-ci, ce carbonyle a fait réagir avec l'alcool. Et là, mince, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai jamais vu cette réaction-là. Eh bien, c'est pas compliqué, au niveau du carbonyle, il n'y a rien qui change. Le centre réactif, c'est toujours le même, c'est le carbone. Au niveau de l'oxygène, en réalité, il n'y a rien qui change non plus. L'oxygène va réagir exactement de la même manière que l'azote. Pourquoi? Parce qu'il est nucléophile lui aussi. Il possède, comme l'azote, un doublet non liant. Il en possède même deux. Donc, il est nucléophile et il va partager avec le carbone du carbonyle exactement de la même manière. Je crée une liaison, cette fois-ci oxygène-carbone, et puis je libère les électrons de la liaison double vers l'oxygène pour faire le composé absolument équivalent au composé azoté. La seule chose qui change, c'est que j'ai un oxygène à la place d'un azote. Donc c'est là que je dis, on peut éventuellement de temps en temps procéder par analogie. Si on connaît la réaction avec un atome, il y a de fortes chances que ça se passe plus ou moins pareil avec un atome qui est voisin. La seule chose qui va changer entre les deux là, ça va être leur réactivité. L'oxygène va réagir beaucoup moins fortement que l'azote. Pourquoi? Parce que l'oxygène il est plus électroattracteur, donc il a plus de mal à partager ses doublets non liants que l'atome d'azote. Ok? Donc voilà pour les quelques petites règles qu'il faut respecter. C'est pas grand chose, mais en tout cas ça permet d'éviter certains pièges et puis des erreurs un petit peu inutiles. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.